Chers amis cinéphiles, j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez passé de belles vacances estivales, l'occasion pour moi de revenir sur deux coups de cœur du mois d'août 2026 et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, Fjord et Soudain. Salut à tous et bienvenue dans les films du vendredi. Aujourd'hui pour cette vidéo de rentrée 2026, je vous propose de revenir sur deux grands films du mois d'août et c'est rien de le dire, tellement ils sont complémentaires dans leur lecture de l'humanité, des relations sociales et des systèmes étatiques bloquant certaines initiatives humaines. Et je vous propose qu'on démarre sans plus attendre avec le premier film du jour. Et il s'agit de Fjord, Palme d'Or au dernier festival de Cannes, écrit et réalisé par le cinéaste roumain Cristian Mungiu, qui s'est intéressé à l'affaire Bodnariu de 2015, dont il s'inspire pour écrire son récit, celui de la famille Georgiou, avec Mihai, qui est le père de famille, interprété par Sebastian Stan. Nous avons également Lisbeth, donc interprétée par Renate Reinsve, cette actrice norvégienne qui a le vent en poupe, décidément, ces derniers temps, qui joue donc le rôle de la mère, donc Mihai et Lisbeth, qui s'installent avec leurs enfants dans un village norvégien. Donc ils quittent la Roumanie pour la Norvège, ils s'installent dans ce village norvégien au bord d'un fjord. Les enfants sont scolarisés dans l'école du village et le directeur de cette école n'est autre que le père de famille de la famille voisine justement des Georgiou, les Hallberg, dont très vite ils vont se lier d'amitié. Voilà, deux familles voisines qui vont être amies, donc que ce soit les parents, que ce soit les enfants, ils vont créer des liens très forts. Alors il faut préciser que les parents sont très pratiquants dans leur religion, donc ce qui va créer un décalage d'emblée entre les deux familles Hallberg et Georgiou, parce que parfois, les enfants sont punis pour ils vont pas aller donc à l'anniversaire de leur amie Noura parce que ils sont punis et donc selon leurs pratiques religieuses, elles vont pas pouvoir y aller, etc. Il faut vraiment subir jusqu'au bout sa punition parce que sinon ça veut dire qu'on peut recommencer le lendemain, etc. Donc il y a un système éducatif très ancré religion, très chrétien, etc. Et du jour au lendemain, donc Elia, qui est la fille aînée des Georgiou, le corps enseignant va la découvrir avec des bleus. Voilà, donc ils vont découvrir des bleus sur le corps d'Elia en cours de sport. Et c'est à partir de ce moment-là où le corps enseignant va contacter le service de protection de l'enfance, donc Barnevere, en norvégien si je prononce bien, qui est cette institution indépendante de protection de l'enfance qui est capable, qui a comme pouvoir de retirer la garde des enfants, et retire les enfants de leurs parents pour les confier ensuite à des familles d'accueil s'ils constatent que leurs parents biologiques ne les élèvent pas bien, éduquent pas bien, ou voire pire surtout s'il y a maltraitance physique ou morale. Et c'est là justement d'où naissent les soupçons, ce sont ces bleus présents, ces ecchymoses présentes sur le corps d'Elia qui va poser de grandes questions. Est-ce que les parents sont responsables, sachant que les parents vont avouer pendant l'enquête certaines choses, les enfants aussi vont avouer certaines choses, alors ça pose aussi des questions sur la manière dont les questions sont posées par ces institutions, il va y avoir la police qui va aussi enquêter, notamment sur le père, donc il y a ses origines roumaines qui peuvent entrer en compte, il y a plein de choses, la religion, le débat sur la fessée, parce qu'il va y avoir des choses qui vont être reconnues, comme une fessée qui aurait été administrée à un des enfants, une tape sur la main aussi, la tape sur la main, la fessée, ça remet en fait le débat sur la fessée, est-ce que c'est un châtiment vraiment corporel grave, est-ce que c'est toléré de faire ça justement dans l'éducation, une punition qui serait tolérée, selon les pays, selon les cultures, c'est absolument pas perçu de la même manière. C'est ce que nous montre aussi ce film, comment ça se passe en Norvège. Et donc voilà. Alors, ce qui est formidable dans ce film, déjà d'emblée, c'est que le cinéaste a la capacité à aucun moment d'être soit moralisateur, soit d'être dans un manichéisme qui serait malvenu.
Il montre que les choses sont complexes, en fait, très nuancées. C'est la grande force de ce film, à tout point de vue, que ce soit dans les placements de caméra, dans l'écriture, dans l'interprétation. C'est à chaque fois d'avoir un propos nuancé, en fait, de montrer que les choses sont très, très nuancées, qu'il n'y a pas de bon, de méchant dans cette histoire. Il y a certaines raisons pour lesquelles les parents peuvent parfois s'agacer, mais tout n'est pas justifié, tout n'est pas montré. Le film démarre d'emblée avec une séquence où on voit un enfant un peu en train de pleurer et donc le père va demander des excuses, etc. Donc on se demande s'il y a eu quelques minutes avant blessure ou pas, est-ce que le parent a frappé, etc. On ne voit pas tout, donc ça laisse aussi au spectateur la possibilité de lui-même essayer de se faire un avis, voilà, il est piégé un peu comme la police ou les services de protection de l'enfance, c'est-à-dire qu'à aucun moment il arrive vraiment à statuer. Alors évidemment, le service de protection de l'enfance, c'est ce que va montrer ce film, a l'air quand même de prendre des décisions un peu hâtives quand même, d'après de simples soupçons, sans preuve, et capable d'aller jusqu'à un procès. Et là tu te dis, mais c'est complètement fou cette histoire. Et il y a plusieurs affaires, visiblement, quand on creuse, au-delà du film, qui entourent donc Barnevernet, le service de protection de l'enfance en Norvège, avec des affaires qui sont pas toujours très claires, voilà, parce que on les soupçonne aussi eux-mêmes, donc le service de protection de l'enfance, d'abuser un petit peu parfois en se servant uniquement de leurs soupçons, de ce qu'ils pensent, pour retirer les enfants à des parents qui n'ont pas forcément fait grand-chose finalement, simplement pour ensuite les donner à des familles d'accueil. Voilà. Donc il y a des choses comme ça qui sont très très bien vues dans ce film, la séquence du procès très intéressante, très bien écrite, on sent véritablement cette famille prise au piège, mais en même temps, on n'est pas totalement du côté de la famille, on n'est pas totalement du côté, j'ai envie de dire, c'est presque des forces de l'ordre, parce que c'est vrai que parfois, en fait, que ce soit Barnevernet ou que ce soit la police, on sent vraiment un peu l'impression qu'ils agissent comme la Gestapo, quoi. Donc, il y a quelque chose aussi qui critique aussi ces institutions, mais les institutions, c'est aussi la famille, donc ça critique en même temps le fait que, en fait, ça montre que ce qui est très complexe, c'est l'éducation. Il n'y a pas deux familles qui vont avoir le même système éducatif. Il y a des personnes qui vont être plus proches justement de la religion, il va y avoir des familles athées, ça se passe pas forcément mieux. Il va y avoir... Donc voilà, ça montre que tout est complexe. Chez la Albergue aussi. On sent que leur système éducatif, alors qu'ils ne sont pas très pratiquants, on voit que tout n'est pas rose non plus. Donc ils ont des joutes verbales avec sa femme, etc. Ils ont du mal aussi à éduquer leurs enfants, et pourtant on ne leur retire pas la garde, vous voyez. Les origines roumaines, peut-être du papa, poseraient peut-être problème, on se demande, parce qu'après on lui reproche, ça va trop loin même dans l'enquête, parce qu'après on lui reproche d'avoir été embauché simplement parce qu'il connaissait le pasteur de je ne sais qui, de l'église qu'il aurait placé après dans son travail, ça déborde totalement. C'est-à-dire qu'après, on se demande même si la raison de base, c'est uniquement la maltraitance sur les enfants, ou s'il n'y aurait pas quelque chose autre, en fait, vraiment. Donc, la discrimination envers Mihai, qui ne vient pas à l'origine de Norvège. Donc voilà, ça pose de vraies questions. D'autant que Lisbeth revient, en fait, ce village, c'est le village, si je ne m'abuse, natal en plus ou moins, elle revient sur ses racines, en fait, Lisbeth, après avoir rencontré Mihai. Donc voilà, il y a des choses qui sont hors champ, qui sont avant le film, qui sont, voilà, qu'on imagine, mais voilà, en tout cas, c'est un film. Moi, vraiment, à tout point de vue, je me souviens vraiment de séquences mémorables, notamment, il y a un moment qui est déchirant, quand on voit donc Mihai comme ça, dans l'ombre, la caméra filme donc la fenêtre, et on voit à travers la fenêtre les enfants partir, se faire enlever, entre guillemets, par les services sociaux, comme ça, et la mère qui est désemparée, etc. Et on voit tout du point de vue de la fenêtre extérieure. On est extérieur, le spectateur est souvent extérieur à ce qui se passe en fait dans l'action, et ça lui permet d'essayer de se faire son propre avis, d'analyser et d'affûter son esprit critique en fait, de prendre du recul sur cette histoire. Il y a cette prise de recul qui est nécessaire, et en cinéma, ça se traduit souvent par une caméra qui est
eh bien en amont des personnages, hein, quelques mètres en amont, pour justement avoir une espèce de vision globale et ne pas forcément avoir trop de gros plans, de choses qui obstruent en fait sa capacité d'analyse. Voilà, donc ça, c'est ce qui est très très fort dans le film. Voilà, au-delà en plus du cadre magnifique, bien sûr, et des personnages secondaires qui ont beaucoup de relief. Avec ce vieux monsieur, j'ai oublié quel était le lien avec la famille Alberg, mais qui est en fauteuil roulant, voilà, les enfants vont se proposer pour le sortir, parce qu'évidemment, il a besoin d'assistance, justement. Donc, on voit aussi l'humanité de la famille Georgiou, parce qu'ils sont capables, que ce soit la mère ou les enfants, eh bien, de pousser le fauteuil de ce monsieur pour le sortir, etc., l'emmener où il veut. Donc, voilà, on sent qu'il y a de la bonté chez eux. Donc, c'est ça qui est très complexe, en fait. Donc, c'est très, très bien vu. Il y a vraiment énormément de séquences qui montrent les contradictions, c'est ça aussi qui est très très fort dans l'écriture, et j'insiste là-dessus sur les contradictions en fait, entre ce que veut faire en fait l'être humain avec ses bons principes. Est-ce que parfois, avec ses bons principes, il n'arrive pas à faire l'inverse finalement de ce qu'il veut faire? Parce qu'il y a la théorie, hein, c'est toujours pareil, il y a la théorie, on veut bien faire, et puis avec un système éducatif, peut-être qu'on crée l'inverse, voilà. Mais que ce soit la famille, que ce soit le service de protection de l'enfance, tous sont responsables aussi parfois de troubles chez les enfants. Donc c'est très très bien vu, voilà. C'est très complexe, c'est une belle histoire aussi, une belle histoire d'amour qui est forcément terrible parce que Noura donc va s'éprendre de Elia et donc quand Elia va partir déjà dans une famille d'accueil, elle va essayer de se retrouver comme si elle était emprisonnée dans une famille d'accueil et qu'il fallait aller lui rendre visite et avoir l'adresse précise comme si elle était kidnappée. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est assez terrible aussi pour Noura justement, hein, donc qui est la fille des Alberg, hein, je précise. La fille du directeur de l'école, qui lui-même a des soupçons sur la famille, donc c'est assez terrible. Hein. Là aussi, il y a une sorte d'endoctrinement en plus du père qui essaye de donner son point de vue à sa femme, à ses enfants, c'est-à-dire qu'il faudrait peut-être pas aider les Georgiou, ça pourrait leur retomber dessus, etc. Et puis ils veulent pas forcément trop se mouiller, justement, trop prendre de risques, donc c'est très très bien vu. Et donc Noura qui va tout faire pour les retrouver. Et puis, à un moment donné, c'est aussi ce que montre le film, c'est qu'à un moment donné, quand on arrive dans une impasse dans cette enquête, qui ne mène à rien, où finalement on passe plus de temps à s'acharner en fait sur les parents vraiment constamment, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils ont même plus, leurs paroles ne comptent même plus, qu'ils finissent par se dire que le meilleur moyen, ce serait peut-être de quitter finalement la Norvège. Et voilà, donc sans en révéler davantage, je ne sais pas si je mettrai une petite alerte spoiler ou pas sur cette vidéo, mais voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, indirectement, on a l'impression que ça veut dire un peu rentrer chez vous ou dégager, quoi. Donc il y a ce truc-là, ça pose de vraies questions. Donc écoutez, pour moi, ce film est très réussi. À tout point de vue, je trouve que vraiment il mérite sa palme d'or, vraiment, parce qu'il y a aussi, c'est pas seulement de l'interprétation, c'est pas seulement de la justesse et comment dirais-je, de la rigueur dans la manière d'appréhender cette histoire qui n'est pas un sujet facile. On peut vite tomber dans un truc très politisé, et à aucun moment ce film ne tombe dans ces pièges-là, en fait, justement. Hein, c'est vraiment... Il y a une liberté d'interprétation qui est très très forte, une liberté de statuer sur cette famille, sur ces institutions, qui vraiment permet à ce film d'éviter tous les pièges, encore une fois, de quelque chose de très moralisateur qui pourrait être voilà, vraiment... je trouve que ça fait partie des meilleurs films, ça, les films qui te laissent de la place pour te faire ta propre opinion, et alors c'est avec vraiment une rigueur dans la mise en scène qu'il faut éviter tous les pièges, parce que tu pourrais tomber dans un truc très très didactique. On va le voir dans un second temps avec le deuxième film du jour. Alors évidemment, il y a du didactique bien fait, du didactique qui peut être moins bien fait, c'est toujours pareil. Mais voilà, donc écoutez, je vous recommande Fjord, avec en plus de ça, en toile de fond, et ce qui pourrait aussi expliquer quelque part, est-ce qu'il n'y aurait pas une allégorie aussi là du fjord, de ce village qui est constamment dans la neige, dans le froid. Il y a quelque chose de très glacial en fait dans cette ambiance, et donc même aussi finalement
la localisation, hein, la scénographie aussi renchérit sur ce côté glacial dans les rapports humains, très tendu, très froid, avec aussi ces nuits interminables, et donc il y a quelque chose aussi qui est peut-être pesant aussi dans l'esprit des Norvégiens, j'en sais rien. Donc voilà, ça crée un climat en tout cas qui est vraiment pas sécurisant, hein. Au début, ça semble très très mignon, l'Eldorado, ce petit village, et petit à petit, on sent la froideur, voilà, la chaleur humaine justement a du mal parfois à jaillir. Parfois, elle jaillit de temps en temps, et des petites brèches, des petites mèches qui reprennent un peu de la flamme. Et de temps en temps, eh bien, il y a carrément un acharnement, vous allez le voir, hein, c'est assez terrible. Donc voilà, prenez plaisir à voir dans les salles obscures Fjord de Christian Mungiu. Je passe maintenant au second film du jour, et il s'agit de Soudain, réalisé par le cinéaste japonais Ryusuke Hamaguchi, à qui l'on doit Drive My Car, Le mal n'existe pas, ou encore Conte du hasard et autres fantaisies. Critique que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Hamaguchi, cette fois-ci, décide de planter son décor en France et notamment à Paris. Avec un casting moitié français, moitié japonais, nous avons Virginie Efira dans le rôle de Marie-Lou Fontaine, cette directrice d'EHPAD, qui met tout en œuvre pour faire adopter sa méthode de soins, que l'on appelle Humanitude, hein, qui vise à aider les personnes âgées et dépendantes, hein, qui sont vraiment en fin de vie. Dans le respect de leur dignité, de leur autonomie, avec 4 étapes fondamentales, avec le toucher, le regard, il y a aussi donc la verticalité, hein, le fait de se mettre debout, qui va faire un petit peu débat, vous allez voir, avec le personnage de Sophie dans le film. Donc c'est un film justement qui est intéressant parce que il vise pas forcément à sacraliser la maison de retraite, hein, il montre que c'est compliqué, mais ce qui fait plaisir, c'est de voir que voilà, ça rappelle que dans le corps médical, il y a des personnes qui sont passionnées, dévouées. Il n'y a pas uniquement, comme vous le savez, il y a des polémiques, hein, sur les maisons de retraite, avec des affaires de maltraitance, notamment d'infantilisation des patients aussi parfois. Et bien voilà, on les appelle des résidents déjà, voilà, ils résident, hein, dans cet EHPAD. Il y a vraiment justement cette humanitude, hein, donc beaucoup d'humanité justement qui découle de cette méthode, qui est très belle à voir, alors que l'on peut contester, mais justement le film tend à nous montrer vraiment le bon sens qui naît de tout ça, en fait, hein. Vraiment, c'est à chaque fois d'essayer de faire en sorte que, voilà, de considérer qu'une personne dépendante, en fin de vie, âgée, eh bien, c'est un individu comme tout le monde, il faut le respecter, etc. Et c'est un film qui a de la bientraitance à ce niveau-là, hein. Pas seulement de la bienveillance, mais il y a une bientraitance qui découle, en fait, de cette méthode, et c'est ce que montre très bien le film, voilà, alors sans sacraliser encore une fois, hein, c'est ça qui est très très fort dans le film. Il y a le personnage de Sophie qui va justement être un petit peu le regard critique, hein, sur parfois les décisions, les actions que peuvent mener Marie-Lou dans son travail. Et alors, ce qui est fabuleux, évidemment, hein, c'est toute la partie, la relation avec un autre personnage, celui de Marie, qui est metteur en scène de théâtre, qui va rencontrer de manière, voilà, totalement par hasard, elle va croiser le chemin de Marie-Lou, et il va y avoir donc cette rencontre magnifique, cette amitié qui va naître entre donc ces directrices d'EHPAD et donc cette metteur en scène qui a un cancer, hein, elle est en phase terminale, donc leur amitié va naître à un moment donné où eh bien, Marie vit ses derniers moments en fait, donc c'est ça qui va être totalement bouleversant dans leur rencontre. Le film va laisser la place énormément à son duo d'actrices, c'est une des grandes forces du film, c'est sa sobriété dans la mise en scène. Alors ça ne veut pas dire que Hamaguchi laisse tourner sa caméra et n'a pas... Voilà, c'est très très bien pensé ce qu'il fait parce que voilà, il laisse de la place à ses actrices, mais en même temps, vous savez, dans ces films, voilà, on voyage quand même beaucoup, il y a des voyages en train, il y a le voyage en voiture, notamment dans Drive My Car. Cette fois-ci, il y a quand même du voyage parce qu'on marche beaucoup en fait. Les pieds, hein, le motif du pied va avoir beaucoup d'importance dans ce film. Il sert à marcher, il sert aussi à se masser,
placés entre résidents pour recréer de l'humanité, justement, du lien social. Hein, on va communiquer par les pieds énormément, par le massage, par le toucher. Donc même là, il y a un vrai discours pour montrer que l'humanitude, hein, dans la manière de filmer, le spectateur va ressentir presque les bienfaits de cette méthode. Et ça, c'est très très fort, parce que le cinéma, c'est aussi des sens, donc on a la vue, on a le toucher, l'odorat, etc. On va vraiment ressentir, que ce soit aussi avec les séquences de théâtre ou les séquences thérapeutiques, j'ai envie de dire, eh bien, le spectateur ressent tout à fait, et il se met à la place, en fait, du corps médical. Ça, c'est très très fort. On se met aussi à la place de cette directrice, parce qu'elle aide à la fois des patients, parfois, à un moment donné, le patient s'en va, et là, c'est très très dur. Donc le moment en fait où Marie-Lou va perdre une patiente, une résidente, eh bien c'est le moment, en même temps elle va rencontrer Tomoki, qui est un jeune enfant atteint d'autisme, et c'est ce qui va la mettre sur le chemin de cette metteur en scène, parce que cette metteur en scène met en scène justement un acteur qui est donc le grand-père de Tomoki atteint d'autisme, et donc on va y avoir en même temps des séquences théâtrales, parce que il y a une représentation de la pièce de Marie justement au Théâtre 13, qui est très très belle, qui parle d'autisme, de la différence, comme quoi c'est une pièce dans le film qui lui-même rappelle que que personne n'est normal, hein. En réalité, personne n'est normal, on a tous des caractéristiques, et ce qui fait notre humanité, justement, c'est notre imperfection, c'est ce que rappelle aussi ce film, notre différence, notre singularité, c'est ce qui fait notre force, et c'est ça qui est très beau, parce qu'entre une bien portante comme la directrice d'EHPAD et Marie, donc cette metteur en scène qui est en fin de vie, eh bien, il y a un gap énorme, et pourtant leur amitié, leur lien social va être décuplé. Et c'est pas que la magie du cinéma, ça rappelle que l'être humain est capable de ça. Ce n'est pas que dans les films qu'on est capable d'avoir cette humanité. Parce qu'il y a tellement, c'est tellement pas un film, vous voyez, il y a des films où c'est très très poussif en fait, où l'émotion, le pathos jaillit, parce que voilà, c'est appuyé, appuyé, appuyé. Ici, non, rien n'est appuyé. On croit vraiment à c'est vraiment pas forcément le meilleur terme pour désigner ça, mais je repense à Lucchini qui parlait de son enseignement avec Cochet, hein, ce professeur de théâtre, c'est-à-dire le mentir vrai. Hein, quand il dit « j'ai appris le mentir vrai », c'est ça, c'est-à-dire qu'en tant qu'acteur, eh bien, évidemment, il y a du jeu, mais c'est tellement criant de vérité, on dirait presque Virginie Efira et Tao Okamoto, eh bien, sont presque elles ne jouent presque pas, elles arrivent à nous faire croire qu'elles ne sont plus en train de jouer, quoi. Elles sont en train de vivre une expérience, toutes les deux, et c'est ça qui est très fort. Moi, je suis sûr que ces actrices sont, voilà, au-delà même du jeu, elles en sont ressorties grandies en fait de cette expérience, parce que je suis sûr que même elles dans le jeu, ce serait intéressant de voir ce qu'elles disent justement de leur expérience sur ce film. C'est plus que de l'acting, c'est plus que vous voyez, des rôles de composition, etc., se mettre dans des étapes pas possibles. Non, c'est la rencontre humaine, tout en sobriété, tout en simplicité. Hein, vraiment, on les suit vraiment une journée. Il y a un moment donné, on les suit vraiment du matin au soir, quoi, quasiment. Et c'est très très beau. Vraiment, l'amour qu'Hamaguchi a pour ses personnages féminins fait vraiment plaisir à voir. Et même pas que féminin, tous les personnages du film en fait. Il leur accorde vraiment de l'importance, il y a du relief, même le directeur de la maison de retraite, l'animateur Damien aussi, qui lui aussi va apporter de l'humanité dans cette histoire. À aucun moment ce film justement tombe dans des pièges en fait qui feraient que ce film vous dit quoi penser véritablement, même s'il y a quand même effectivement une séquence, j'étais sûr que cette séquence allait faire débattre en fait. C'est une séquence
didactique pour le coup, où le personnage de Marie eh bien, nous explique sur un tableau Velleda les méfaits du capitalisme en fait. Voilà, donc c'est vraiment comme pour faire la leçon, etc. Il y en a certains qui ont mal réceptionné peut-être cette séquence en disant c'est un peu facile, etc. Et ben moi je trouve pas justement. C'est un film qui, et je pense qu'à un moment donné, il faut savoir aussi laisser vivre les personnages. La singularité de Marie, de ce personnage, c'est d'avoir la pensée qu'elle a. Alors tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec elle, surtout qu'en plus elle nuance son propos. Hein. Si vous écoutez bien, c'est pas que un schéma pour vous expliquer pourquoi il y a des méchants et des gentils. C'est absolument pas ça. Elle nuance son propos en disant qu'elle-même fait partie de ce système en fait. Et c'est ça tout le paradoxe en fait, c'est qu'il y a des choses que ce système imparfait lui a permis de faire. Mais on peut contester effectivement beaucoup de choses sur l'environnement, l'écologie, des choses qui sont factuelles, hein, bien sûr, les ressources qu'on épuise pour ça, l'épuisement au travail, il y a beaucoup de choses en fait qui sont totalement, j'ai envie de dire, qui relèvent du bon sens, bien sûr. Donc montrer un système imparfait, mais au-delà de ça, c'est pas que ça ce film, c'est aussi surtout cette aventure humaine. À un moment donné, voilà, Marie-Lou va quitter la France, va arriver au Japon avec elle va s'intéresser à sa culture, s'intéresser à ses problèmes, rester des heures à écouter une personne qui est en fin de vie. Tout le monde n'est pas capable de cette humanité. Tout le monde n'est pas capable d'écouter pendant des heures une personne qui va quitter ce monde. Parce que personne n'a envie d'être confronté, en fait, à ce qui pourtant nous attend tous. Nous allons tous mourir, c'est inévitable, c'est quelque chose qui concerne chacun d'entre nous. Et pourtant, nous devrions pouvoir avoir ce temps. Alors voilà, pour écouter, pour être dans l'empathie, pour comprendre que nous aussi, bien portants, on n'est pas forcément plus vivants, et c'est ça que pose aussi comme question ce film, que les bien portants ne sont pas forcément plus vivants que les personnes atteintes d'une maladie incurable. Pas forcément, parce que la puissance, en fait, la vitalité dont va faire preuve Marie dans ce film, eh bien, est exemplaire, incroyable. Il y a une dimension philosophique à ce film qui est démentielle. D'ailleurs, le film s'inspire de discussions. Alors, c'est 20 lettres qui ont été envoyées, qui ont été publiées sous forme d'ouvrage, qui est sorti en 2019, entre une philosophe et une anthropologue, hein, la philosophe étant atteinte d'un cancer, justement, donc métastatique. Voilà, et donc les discussions entre cette philosophe et cette anthropologue, eh bien, a été transposé ce récit, hein, c'est basé là-dessus, mais j'aime beaucoup le fait que, eh bien, ce soit donc l'anthropologue qui a été, là, on a déplacé l'intrigue dans un contexte de maison de retraite et d'EHPAD. Voilà. Et ça, c'est très fort, parce que ça permet au film d'avoir plusieurs couches, en fait. Parce qu'il traite de la mort, donc il y a effectivement les personnes âgées en EHPAD, mais il y a aussi les personnes atteintes de maladies, il y a l'autisme, il y a le cancer, et il y a les personnes âgées, en fait. Et donc il y a beaucoup de choses qui concernent la différence en même temps, et tout est traité véritablement, parfaitement. Voilà, ce qui est très fort aussi dans le film, c'est de voir les bonnes idées de mise en scène à la fois du cinéaste et à la fois de cette pièce de théâtre qui va se jouer 2 fois dans le film, une fois dans un théâtre et une seconde fois au sein même de la cour, dans les jardins, hein, de la maison de retraite. Et ça, c'est très beau, de voir qu'il y a une continuité aussi dans cette pièce, hein, pleine d'humanité, qui va changer de décor, changer de cadre, de contexte. Et c'est là aussi qu'on voit que, voilà, il y a aussi quelque chose qui est très beau, c'est quand on voit des personnes qui sont animées plus que de raison par leur métier, en fait, par leur art. Il y a un art à être directrice d'EHPAD, mais il y a un art aussi à être metteur en scène et acteur sur scène, comédien, et il y a des choses très similaires, dont l'envie d'aider, en fait, de se sentir renseigné sur nous-mêmes à la sortie. Donc c'est une expérience, ce film, c'est plus que... Alors évidemment, sans idéaliser, parce qu'évidemment, il y a peut-être un mini-reproche qu'on peut faire, je vais essayer quand même de faire mon boulot de critique, parce que sinon ce serait qu'une critique dithyrambique, et puis ce serait fini. Peut-être qu'on peut
reprocher à ce film parfois d'avoir plusieurs séquences qui vont avoir la même valeur. C'est-à-dire que vraiment, plusieurs fois, on va avoir l'histoire de massage des pieds, plusieurs fois, on va avoir la pièce de théâtre, on va, voilà, un peu sous toutes les coutures, plusieurs fois, on va avoir des témoignages de personnes dans le milieu médical, et ça peut faire redite un petit peu, voilà. D'où les 3h15 qui, parfois, peut parfois être un petit peu long pour certaines personnes. Mais moi, personnellement, je trouve qu'on accepte volontiers la longueur du film. Parce qu'en fait, on a envie de continuer le chemin, en fait, comme un chemin, vous voyez, un chemin initiatique des personnages, celui qui est en train de vivre. Les personnages, on a envie de le vivre également. Donc on a envie de les suivre, on sent l'honnêteté, en fait, dans la relation entre les deux personnages féminins, et donc on a envie d'être embarqué avec elles, on a envie de poursuivre, et on pourrait même poursuivre au-delà des 3h15, en fait, tellement on a envie d'aller au bout de cette aventure, évidemment, qui sera mis à terme par la disparition, évidemment, ce n'est pas du spoil, hein, mais ou à moitié, du personnage de Marie. Voilà. Donc c'est absolument magnifique d'humanité. Je pense que c'est... Il y a un moment donné, c'est pas... c'est absolument pas de l'humanité, vous voyez, comme dans ce genre de film un peu niais, etc. Non, ça transpire l'honnêteté, ça transpire le bon sens. En plus, cette directrice n'a pas totalement de certitude, elle fait ce qu'elle peut, elle se remet en question, elle est dans l'écoute aussi de ses patients, etc. De ses collaborateurs et tristes, donc des aides-soignants et soignantes, dans l'écoute des patients, etc. Elle se remet énormément en question, et c'est très très beau de voir ça, parce qu'en fait, c'est là où Hamaguchi est très fort, c'est que plutôt que d'utiliser trop d'effets pour orienter un peu, encore une fois, c'est ça qui est très beau dans la force des deux films du jour, c'est plutôt que d'orienter à chaque fois forcément l'opinion du spectateur, etc., eh bien d'arriver ici par les personnages qui se posent énormément de questions, eh bien ça permet d'avoir un sentiment un peu de cinéma-vérité, entre guillemets, c'est-à-dire que vraiment, on n'est pas là pour rajouter beaucoup d'effets, on est là pour laisser parler les personnages énormément, ils ont un espace de jeu énorme, alors qu'ils sont souvent enfermés justement dans des salles de réfectoire, dans des bureaux, etc., vous allez le voir dans l'EHPAD, et pourtant ils ont un espace de jeu énorme, vous voyez, donc c'est pas que le cadre, que l'espace scénique, c'est aussi l'espace tout simplement dans le champ de la caméra, dans le cadre, hein, et avec un montage qui n'est pas cuté et qui n'est pas frénétique, permet vraiment de rentrer pleinement dans leurs tourmentes, dans leurs interrogations, et on prend plaisir à prendre part à leurs interrogations. C'est pas le truc où on a l'impression justement le spectateur s'ennuie parce que il ne se sent pas concerné par les questionnements, vous voyez, philosophiques. Des personnages. Non, au contraire, il se sent totalement concerné, et c'est ça qui est très fort, et c'est ça qui fait que le film repose énormément, bien sûr, sur ce duo d'actrices, mais pas uniquement. Voilà. Et encore une fois, c'est aussi une chose qu'évite ce film, c'est de ne jamais oublier l'importance des personnages secondaires. On les retient, ils ont quelque chose à dire aussi. C'est pas uniquement basé sur ce duo, en fait. Hein. On retient énormément de personnages secondaires, et ça, c'est très très fort, parce que chacun raconte quelque chose, chacun a son histoire, chacun participe collectivement, justement, à cette œuvre humaniste. Donc voilà, écoutez, c'est merveilleux. En plus, ce qui est aussi agréable, c'est de voir que les lieux ont leur importance. Le lieu justement au Japon, donc près de la maison de Marie, où va s'installer Marie-Lou et Marie à un moment donné pour déguster un plat de nouilles, vous savez, instantané qu'on fait avec de l'eau bouillante, etc. Dans ce cadre magnifique, voilà. Eh bien, c'est le même lieu où plus tard, eh bien donc l'acteur, j'ai oublié son nom, le comédien de la pièce de théâtre et Tomoki vont déverser les cendres ensuite de Marie. Donc il y a une symbolique du lieu aussi qui est très très forte. Voilà. Et je trouve ça très très beau parce qu'après, à la fin, on tombe dans une sorte de mélancolie, mais pleine d'espoir, vous voyez, mais pas pleine d'espoir de manière un peu
un peu niaise, encore une fois, je rappelle. Non, 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 pleine d'espoir dans le sens où c'est comme si elle avait peur de ne pas laisser une trace, en fait, Marie, dans ce film. Eh bien, au contraire, si, elle a laissé une trace. Parce que, justement, à travers son personnage, et même l'actrice à travers justement son jeu, le cinéaste à travers ce film, il y a plein de... Vous voyez, c'est un cadre dans un cadre dans un cadre, eh bien, va laisser une empreinte dans la mémoire du spectateur qui, je l'espère, et je pense que ce film servira aussi un petit peu de leçon pour nous tous d'essayer d'être le plus humain possible, d'être le plus empathique possible au quotidien. La plus belle bienveillance, c'est celle qui n'a pas besoin de crier son nom. Vous voyez, c'est celle qui ne crie pas son nom. Et c'est ça qui est très fort. C'est celle qui est honnête, qui est sincère, authentique. Et c'est ce que rappelle ce film. Et donc, je vous recommande énormément, je recommande 1000 fois, d'aller expérimenter, je ne dirais même pas voir, d'aller expérimenter ce film. Voilà, donc Soudain de Ryusuke Hamaguchi, à voir absolument dans les salles de cinéma. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo et de me suivre sur Instagram, Steph_LFDV. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram afin d'être tenu informé des prochaines vidéos sur la chaîne ou tout simplement pour accéder à mon contenu. Et justement, j'ai partagé, comme vous avez pu le voir certainement, mon récit de voyage dans les pays baltes, où là aussi, c'était une aventure humaine magnifique que j'ai voulu vous transmettre. Donc voilà, vous pouvez retrouver mes 3 récits des 3 pays baltes. Donc Estonie, Lettonie, Lituanie, voilà, donc j'ai voulu vous partager un petit peu cette expérience que j'ai faite donc cet été, qui était aussi vraiment très enrichissante avec la découverte de peuples différents, etc. Bah, ça m'a beaucoup plu et j'espère que ce petit récit avec ses photos, vidéos, tout ça, eh bien, vous plaira. Donc n'hésitez pas à y faire un tour donc, sur mon compte Instagram. Et en attendant les prochaines sorties du mois de septembre, bien sûr, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent vendredi, un excellent week-end. Et d'ici la prochaine vidéo, comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!